La classe moyenne a été stérilisée. La plupart des gens pensent que la chute du taux de natalité est uniquement une question d'argent. Les couples ont besoin de 2 revenus, juste pour survivre, et avoir des enfants semble impossible. Ils se trompent. Les plus grandes forces qui font baisser les taux de natalité ne sont pas la guerre, le changement climatique ou même l'économie. Ce sont la bureaucratie, les réglementations de sécurité et les décisions d'urbanisme. La véritable crise n'a même pas encore commencé, et presque personne n'en parle. Quand les garçons sont rentrés de la guerre, ils se sont activés. À plus d'un titre. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un énorme essor des infrastructures et de l'économie américaine. L'euphorie d'avoir survécu à la guerre a poussé beaucoup de gens à penser que c'était le bon moment pour avoir des enfants. Et beaucoup ont continué à en avoir. Le taux de natalité est resté relativement stable dans les années 50. Mais le baby-boom ne pouvait pas durer, et il a commencé à décliner dans les années 60, passant d'un record historique de 25,3 pour 1000 habitants à 14,76 en 1978. Et ça n'a cessé de baisser. En 2026, le taux de natalité s'élève actuellement à 11,96, le plus bas depuis plus de 70 ans. Mais il reste loin d'être le pire du monde développé. La France est actuellement à 10,76, tandis que le Japon est à 6,96, bien en dessous du seuil de renouvellement. Les gens n'ont tout simplement pas d'enfants. Bien que la population des États-Unis ne soit pas encore en baisse, beaucoup de gens observent les tendances et se demandent à quel point les conséquences seront graves. Après tout, les États-Unis sont sur le point de connaître la plus grande vague de départ à la retraite de l'histoire, alors que les baby-boomers quittent tous le marché du travail. Alors, qui va les remplacer ? Partout aux États-Unis, nous voyons déjà les conséquences de la baisse des taux de natalité sous la forme de bâtiments vides. Chicago est l'épicentre de ce que les gens appellent le phénomène des écoles fantômes. Les autorités scolaires n'ont pas assez d'élèves pour remplir toutes les places dans les bâtiments qu'ils ont consacrés à la prochaine génération. Une étude de mars 2026, menée par le Manhattan Institute, a révélé qu'à la Frederick Douglass Academy High School, construite pour accueillir plus de 1000 élèves, seulement 27 élèves étaient actuellement inscrits. Ce n'était pas un cas isolé. Partout à Chicago, 255 écoles ont été identifiées comme sous-utilisées, dont 145 étaient vides à plus de moitié. Désormais, les municipalités sont confrontées à des décisions difficiles. Maintenir du personnel pour des écoles à moitié vides est coûteux et inutile, et de nombreuses écoles sont situées sur des terrains de grande valeur. Ainsi, les districts scolaires choisissent de fermer des écoles, de réaffecter ou de vendre les terrains, et de redistribuer les élèves. C'est dans les écoles primaires que cela se remarque le plus, les jeunes élèves étant envoyés dans de nouveaux établissements, ce qui perturbe leur éducation et leurs amitiés. Mais s'il n'y a pas assez d'élèves, le district ne va pas continuer à faire fonctionner l'école par pure bonne volonté. Mais cela pourrait n'être que le prélude à un problème bien plus grave. Le problème ne vient pas seulement du fait que les gens choisissent de ne pas avoir d'enfants. C'est que ceux qui en ont n'en ont plus autant qu'avant. Les familles nombreuses étaient autrefois courantes, au point d'être un thème récurrent des émissions de télévision et des films. Ce n'était pas seulement divertissant, c'était aussi un modèle pour beaucoup. Aujourd'hui, cela pourrait tout aussi bien relever de la science-fiction. L'idée d'une Amérique hostile aux familles nombreuses a commencé à prendre de l'ampleur lorsqu'une blogueuse et militante, Bethany Mandel, a décrit le paradoxe étrange dans lequel elle s'est retrouvée. Elle a essayé d'inscrire sa famille à une adhésion au centre communautaire. Mandel et son mari ont 6 enfants, mais l'abonnement familial ne prévoyait de place que pour 4 enfants. Ce n'est pas que l'institution essayait activement d'exclure les familles nombreuses, ils ne s'attendaient simplement pas à devoir les accueillir. C'est la même histoire dans les villes à travers l'Amérique. Beaucoup de parents pensent que le système semble souvent les pénaliser pour avoir des familles nombreuses. Et ironiquement, tout cela est fait au nom de la sécurité des enfants. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe.
gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Tout ce qu'on dit sur le fait que c'est une période terrible pour avoir des enfants, la vérité c'est qu'il n'a jamais été aussi sûr d'être un enfant à bien des égards. La mortalité due aux maladies infantiles, y compris le cancer, diminue. Les enlèvements, qui ont atteint leur pic dans les années 80, ont beaucoup diminué. Et les décès dus aux accidents ont également baissé. C'est en partie grâce à l'augmentation des mesures de sécurité partout. Mais ces améliorations ont aussi rendu le fait d'élever une famille nombreuse beaucoup plus difficile. Avoir un enfant ne signifie pas seulement une bouche de plus à nourrir. Cela signifie acheter du matériel spécialisé, sécuriser votre maison pour les enfants, et souvent changer de voiture pour un modèle plus adapté. Chaque nouveau bébé signifie un autre berceau, un autre siège auto, et finalement, une autre chambre. Élever un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans coûte aujourd'hui environ 300 000 $ aux États-Unis. Plus de 10% de cette somme est dépensée durant la première année, lorsque l'enfant est le plus vulnérable. Pour de nombreuses familles nombreuses, il était courant qu'un nouvel enfant naisse à peine 1 an après le précédent. Avoir 3 enfants de moins de 3 ans semble être un cauchemar pour beaucoup de parents aujourd'hui. Chaque nouveau bébé signifie des précautions de sécurité supplémentaires, et dans certains cas, il ne s'agit pas seulement d'acheter du matériel. Il s'agit d'avoir une maison suffisamment grande pour accueillir une famille qui grandit rapidement. Mais les grandes villes rendent cela impossible. L'inflation du marché immobilier fait que les maisons individuelles en banlieue peuvent facilement atteindre 500 000 $ pour une première maison. C'est plus un rêve inaccessible qu'un objectif réalisable pour beaucoup. Cela pousse des millions de personnes à décider qu'il est tout simplement plus facile de louer en permanence, même si cela signifie que la majorité de leur salaire va aux propriétaires. Mais même sur ce plan, il n'est pas facile de trouver l'endroit idéal où faire grandir sa famille, car les appartements adaptés aux familles disparaissent complètement. Tout immeuble de plus de 3 étages doit obligatoirement avoir 2 escaliers séparés. En cas d'incendie ou d'autres catastrophes, personne ne se retrouve privé d'une issue. Malheureusement, ce code du bâtiment est né d'une tragédie. Une règle vieille de plusieurs siècles qui supprime effectivement le centre de tout immeuble et impose de longs couloirs étroits. Ce qui reste, c'est un mince anneau d'espace le long des fenêtres, et cela fonctionne bien pour les studios et les petits appartements d'une chambre. Tout ce qui est plus grand devient un problème. L'appartement le plus recherché à New York en ce moment, c'est celui avec 3 chambres. C'est presque indispensable si une famille veut avoir plusieurs enfants. Mais les grands appartements ne sont pas une affaire rentable. Grâce au code de prévention des incendies et aux marges bénéficiaires, il est beaucoup plus intéressant de diviser l'immeuble en autant d'unités que possible. Le résultat, c'est un marché du logement qui n'a pas été conçu pour les familles. Dans les grands immeubles neufs de New York, les appartements d'une chambre sont environ 10 fois plus nombreux que ceux de 3 chambres. Il n'est donc pas surprenant que les loyers des grands appartements aient grimpé de 7% rien qu'au 4e trimestre 2025. Les agents immobiliers décrivent la recherche d'un appartement de 3 chambres abordable comme quasiment désespérée. Les rares appartements qui arrivent sur le marché disparaissent dans des enchères féroces. Ce n'est pas le seul problème auquel les parents sont confrontés. S'il y a un domaine où avoir plusieurs enfants est devenu contraignant, c'est bien la voiture. La plupart des véhicules à 4 portes sont équipés pour les sièges auto. Pour la plupart des familles, cela suffit même avec 2 enfants. Mais dès qu'il y en a plus, les choses se compliquent. Des familles avec 3 enfants n'étaient même pas considérées comme nombreuses à l'époque des baby-boomers. Mais aujourd'hui, l'infrastructure n'est tout simplement plus adaptée pour elles. Seuls quelques-uns des 50 véhicules les plus vendus sur le marché, dont la Toyota Sienna, la Honda Pilot et la Volkswagen A-Class, sont équipés pour installer 3 sièges auto à l'arrière. 3 sièges auto semblent improbables, à moins que la famille ait des enfants très rapprochés. Tout cela est une question de sécurité, mais certains disent que cela va trop loin. Beaucoup de gens associent les sièges auto aux bébés et aux tout-petits, mais vous seriez surpris de voir combien d'États ont des règles en la matière. Dans le New Jersey, généralement considéré comme l'un des États les plus soucieux de la sécurité, des réglementations strictes sont en place qui obligent de nombreux enfants à rester dans des rehausseurs bien plus longtemps que prévu. Jusqu'à l'âge de 2 ans, les enfants doivent être installés dans des sièges auto orientés vers l'arrière, avec un harnais à 5 points. Mais même jusqu'à l'âge de 8 ans, les enfants sont obligés d'être dans des sièges orientés vers l'avant, ou des rehausseurs. Le manque de place pour 3 sièges auto sur la banquette arrière ne semble pas être un gros problème quand on pense que seuls les bébés et les tout-petits les utilisent. Avoir 3 enfants en 5 ans est assez rare de nos jours. Mais cela devient un problème beaucoup plus important quand il faut de la place pendant une bonne partie de l'enfance. Soudainement, la perspective d'acheter une nouvelle voiture pour faire de la place à une famille qui s'agrandit paraît intimidante. Ou alors il repousse l'idée d'avoir un autre enfant. C'est la taxe du monospace, et cela a un véritable impact. Des études montrent que depuis 1977, la multiplication des lois augmentant l'âge d'utilisation des sièges auto a activement fait baisser le nombre de naissances dans ces états. Lorsqu'une femme a 2 enfants en âge d'utiliser un siège auto, dans l'un des états aux réglementations plus strictes, elle a 0,73 points de pourcentage de moins de chances d'avoir un 3e enfant. Cela signifie une réduction d'environ 8000 naissances par an. Au total, il y a eu environ
145 000 naissances de moins depuis 1980. Et ce phénomène ne fait que s'accélérer. 90% de cette baisse a eu lieu depuis 2000. Il devient de plus en plus difficile d'avoir une famille nombreuse, et c'est pourquoi beaucoup de gens y renoncent. Mais même si nous réglions toutes les lois de zonage et toutes les réglementations sur les sièges auto dès demain, il resterait un autre problème. Les gens doivent d'abord se rencontrer. Dans le passé, les gens n'avaient pas d'autre choix que de sortir et de rencontrer les autres en personne. Les rencontres se faisaient en se présentant à quelqu'un dans son école, ou lors d'un événement public, en organisant un rendez-vous public, puis en voyant si le courant passait. Mais aujourd'hui, les gens peuvent créer des liens et y mettre fin sans jamais voir quelqu'un en personne. Tout cela grâce à ce petit rectangle magique dans nos poches. Avec les smartphones, tout le monde a accès aux applications de rencontres à tout moment. Pour beaucoup de gens, nouer des liens ou rejeter quelqu'un est aussi simple que de faire glisser à gauche ou à droite. Et cela signifie beaucoup moins de plaisir pour tout le monde. Il y a eu une diminution significative de l'activité sexuelle en général. Les adultes américains ont maintenant environ 9 rapports sexuels de moins par an, soit seulement 54 contre 63 auparavant. Mais ces chiffres sont fortement influencés par les couples mariés. Pour les jeunes, qui n'ont jamais eu la chance de sortir avec quelqu'un dans la vie réelle, il peut être difficile de trouver la bonne personne avec qui créer des liens et lancer ce cycle. La vie devient une succession de rencontres manquées. Et même pour ceux qui trouvent la bonne personne, la vie devient un jeu de Netflix and chill, sans chill. La vie est désormais pleine de distractions, et le smartphone est une arme à double tranchant. Chaque minute de chaque jour, nous sommes assiégés par des informations, des notifications et des offres alléchantes de divertissement. Alors qu'auparavant un couple pouvait rentrer à la maison et profiter de la présence l'un de l'autre, maintenant ils sont chacun dans leur propre monde, même lorsqu'ils sont ensemble. Ils forment peut-être un couple, mais chacun a son propre algorithme personnalisé, et cela est souvent plus puissant que l'attirance sexuelle. Cela devient une crise, et les gouvernements commencent à s'en rendre compte. La Corée du Sud a l'un des taux de natalité les plus bas au monde, atteignant 6,69, bien en dessous du seuil de renouvellement. Cela est dû à de nombreuses raisons similaires à celles des États-Unis, y compris une culture très axée sur la technologie. Mais cela est aussi lié à l'atmosphère académique et professionnelle incroyablement compétitive du pays. Les gens passent souvent la grande majorité de leur temps à travailler dur pour réussir, ce qui leur laisse peu de temps pour courtiser un partenaire. Beaucoup des facteurs qui jouent un rôle aux États-Unis, comme les prix élevés de l'immobilier, sont encore plus extrêmes. Cela a conduit de nombreux analystes à considérer la chute rapide du taux de natalité comme une menace existentielle. Le gouvernement est à court d'options, alors il se contente simplement d'y injecter de l'argent. En 2022, la Corée du Sud avait le taux de fécondité le plus bas au monde, avec 0,78 enfants par femme. C'est à peine un tiers des 2,1 nécessaires pour garantir le renouvellement de la population. Avec une population vieillissante et une crise des retraites qui se profile, le gouvernement voulait investir massivement pour encourager les jeunes à considérer la famille comme une partie essentielle de leur avenir. Plus de 200 milliards de dollars avaient été investis dans des programmes visant à augmenter le taux de natalité. Mais est-ce que l'un d'entre eux s'attaquerait réellement à la racine du problème ? Parmi les nouvelles mesures, il y avait le fait de plus que doubler l'allocation mensuelle des nouveaux parents, passant de 300 000 won à 700 000 won, soit environ 500 $ par mois. Mais en 2024, cela avait augmenté à 1 million de won, soit 770 $. Les entreprises étaient encouragées à organiser des salons de la puériculture, afin de promouvoir leurs produits auprès des nouveaux et futurs parents. C'était le dernier espoir de la Corée du Sud pour la fertilité. Cela n'a pas fonctionné. Le taux de natalité a continué de baisser, et si vous demandez aux gens sur le terrain, le gouvernement jette de l'argent par les fenêtres, parce qu'il continue de se saboter lui-même. La Corée du Sud reste relativement hostile envers les familles non conventionnelles, la plupart des avantages n'étant accessibles qu'aux couples traditionnels, hommes-femmes, ayant des enfants. Cela fait de ce processus un parcours semé d'embûches. Pour certaines personnes, avoir un bébé semble toujours être un événement joyeux et spontané, mais elles se rendent vite compte de l'autre réalité. C'est une décision énorme qui change la vie, accompagnée de coûts financiers très lourds et de choix stratégiques auxquels on ne peut pas échapper. Pour beaucoup de couples, il y a d'abord toute une série d'étapes à franchir. D'abord vous sortez et vous fréquentez des gens, vous trouvez le bon partenaire, puis vous vous installez tous les deux dans vos carrières, jusqu'à ce que vous puissiez vous permettre d'avoir un enfant. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous commencez, en supposant que le temps ne vous rattrape pas avant. Les baby boomers et la génération X ne comprennent pas pourquoi les nouvelles générations ne font pas pareil. Mais la réalité, c'est que le monde dans lequel ils ont grandi n'existe plus. L'une des raisons pour lesquelles les familles nombreuses étaient possibles à l'époque, c'est parce qu'il y avait une structure familiale traditionnelle. Papa occupait un emploi à temps plein, difficile mais stable, souvent le même pendant 40 ans. Maman restait à la maison et s'occupait de la famille grandissante. Mais aujourd'hui, seulement 20% des familles ont un parent au foyer. Et ceux-ci sont surtout concentrés dans les zones rurales. Dans les villes, les foyers à 2 revenus sont presque indispensables, même sans enfants. Un foyer à 2 revenus augmente les revenus, mais cela change radicalement la logistique, créant de longues périodes où aucun des parents n'est disponible. Le monde a changé, et c'est la cellule familiale qui en ressent les effets.
Il est facile de blâmer l'économie pour la baisse de la population. C'est un problème, mais ce n'est pas la cause principale. Les règles et les réglementations ont essentiellement sonné le glas de la famille nombreuse. Un enfant semble être une étape majeure dans la vie. 2 paraissent être un énorme défi. 3 ressemblent à une montagne insurmontable à gravir. Pour la plupart des couples, ils ne vont pas enfiler leur équipement d'alpinisme. Ils vont simplement s'asseoir à la base et se contenter de ce qu'ils ont. Le déclin démographique est une crise sérieuse. Mais à quel point la situation serait-elle grave sans aucune naissance ? Regardez, et si aucun bébé n'était né pendant 1 an pour découvrir la vérité terrifiante ? Ou cliquez sur cette vidéo.